Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, nous allons, moi particulièrement, je vais souhaiter une bonne chance à tous ceux qui composent des examens pour cette année. Je les souhaite surtout beaucoup de travail, de concentration, de prière. Et je pense que c'est tous ces éléments combinés qui doivent les conduire au succès. Ok, sans toutefois tarder, nous allons commencer notre cours d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler des structures de contrôle algorithmique et des sous-programmes. Ok, nous allons commencer par présenter le plan du cours. Donc, dans le plan du cours, nous allons voir en première position les structures alternatives. Donc, on peut présenter les structures alternatives. Et au second point, nous allons parler des structures itératives. Et enfin, nous allons parler des sous-programmes. Donc, voilà un peu ce qui doit meubler notre cours d'aujourd'hui. Premier titre. Ici, il est question de parler des structures alternatives. Oui, comme structure alternative, on va distinguer deux structures alternatives. Il y aura une structure alternative réduite et une structure alternative complète. Ok. Maintenant, parlant de structure alternative réduite, on doit dire ceci. Également, cette structure permet de faire une action si une condition est vérifiée. Donc, on teste seulement si la condition est vraie, on fait l'action. Ok. Et sa syntaxe est la suivante. Si condition, alors instruction, fin si. Donc, c'est qu'on veut seulement savoir si la condition est vraie. On ne veut pas savoir au cas où c'est pas vrai. Un peu comme le peuple peut partir et dire, il te dit, si tu passes en classe, je te donne un vélo. C'est qu'il ne peut pas savoir si le jour où tu ne vas pas passer. Le jour où tu passes, ça ne fait rien. Mais si tu passes, il te donne un vélo. Avec cela, on doit avoir un petit programme, bon, un bout de code. Donc, on voudrait afficher par exemple, vous êtes admis en classe supérieure si, par exemple, ta note est supérieure ou égale à 10. Donc, on va dire si moyenne supérieure ou égale à 10. Alors écrit, vous êtes admis en classe supérieure. Fin si. Ok. Maintenant, on a déjà présenté notre première structure alternative. Maintenant, nous allons voir la structure alternative complète. Dans ce cas, généralement, on teste une condition. Dans le cas où c'est vrai, on fait une série d'actions. Dans le cas où c'est pas vrai, on fait d'autres actions. Donc, voilà un peu ça. Avec ça, nous avons droit à la syntaxe suivante. Ok. Si condition, alors instruction, sinon instruction, fin si. Donc, voilà un peu. Ça veut dire que si la condition est vraie, on fait la première série d'instructions. Dans le cas où c'est pas vrai, on fait la deuxième série. C'est un peu ça. Et par la suite, nous allons voir un exemple qui met en exergue cela. Donc, on veut écrire un programme, on veut prendre le même programme, mais pas actuellement si on voudrait afficher un message si tu es admis et un message si tu n'es pas admis. Donc, c'est pour ça qu'on va évaluer si ta moyenne est supérieure ou égale à 10. Alors, on va afficher ou écrire vous êtes admis en classe supérieure. Sinon, on va afficher vous avez échoué. Ok, voilà ainsi présenté les structures alternatives. Nous allons passer directement à la structure itérative. Et ici, maintenant, on va aussi distinguer deux cas. Il y aura les structures itératives complètes. La structure itérative complète. Ok. Maintenant, avec les structures itératives complètes, on va comprendre que la particularité, c'est que le nombre de répétitions est connu. Donc, ça veut dire quoi? En fait, dans la structure itérative, on répète une série d'actions. Mais maintenant, le nombre de répétitions peut être connu ou inconnu. Ok. Maintenant, lorsque c'est connu, on utilise essentiellement la boucle pour. On utilise la boucle pour. Et cette boucle impose l'utilisation d'un compteur qui nous permettra de compter le nombre d'itérations. Ça veut dire quoi? La valeur du compteur va nous indiquer à combien d'itérations on se trouve. Ok. Maintenant, par la suite, nous allons voir la syntaxe. Généralement, la boucle pour syntaxe suivante. On va dire pour
compteur allant de valeur initiale à valeur finale fait instruction fin pour. Donc voilà un peu la syntaxe. Et cette syntaxe va nous conduire à un exemple. Donc on voudrait écrire un programme qui affiche tous les chiffres. C'est-à-dire que les chiffres également sont situés, compris entre 0 et 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Maintenant, notre programme va faire comment? On va dire pour i allant de 0 à 9, faire écrit i, fin pour. Généralement, dans cette structure, il y a déjà une auto-incrémentation qui se fait. Donc, ça veut dire quoi? Le compteur prend d'abord la valeur 0. Par la suite, ça monte à 1. Et par la suite, ça monte à 2, et ainsi de suite. Voilà un peu ce que notre boucle pourra faire. Ok. Maintenant, la différence entre cette structure et les autres, c'est que cette structure itérative et les autres, c'est qu'avec la boucle pour, le nombre de répétitions est connu. Alors qu'avec les autres boucles, le nombre de répétitions n'est pas connu. Donc, si un jour on vous demande la différence, vous dites que lorsqu'on parle de structure itérative complète, le nombre de répétitions est connu. Alors que pour l'autre structure, qui est la structure itérative à condition d'arrêt, le nombre de répétitions n'est pas connu. Mais on connaît la condition pour s'arrêter. Ok. Maintenant, avec cette structure, on doit avoir deux composants. Donc, on va avoir deux sous-structures. Bon, ou deux boucles. La première boucle, c'est la boucle tant que faire. Généralement, les particularités de cette boucle sont quoi? En fait, cette boucle permet de tester une condition avant de faire des actions. Donc, ça veut dire quoi? Si la condition n'est pas vraie, ça ne doit pas s'exécuter. Et aussi, la différence que cette boucle a sur l'autre, c'est que, en fait, avec la boucle tant que on teste la condition avant de faire l'action. Alors que l'autre boucle ne doit pas s'exécuter de la même façon. Et aussi, ici, l'autre particularité, c'est que la boucle tant que peut ne pas s'exécuter. Contrairement à l'autre qui s'exécute au moins une fois. Ok. Nous aurons alors la syntaxe suivante. Tant que, condition, fait, instruction, fin tant que. Donc, voilà un peu la syntaxe. Et il faut déjà savoir qu'en informatique ou en programmation surtout, on fonctionne avec les syntaxes. Pour faire n'importe quoi, il faut connaître la syntaxe. Dès que tu as la syntaxe, le reste est un petit jeu, un jeu d'enfant. Ok. Maintenant, on va prendre un exemple. Donc, on va reprendre l'exemple de tout à l'heure. On va écrire un programme ou un petit programme qui affiche tous les chiffres. Voilà comment le programme commence. On commence par initialiser notre compteur. Par la suite, on dit tant que le compteur est inférieur ou égal à 9. Donc ça, c'est la condition d'avancement. Pour qu'on continue à s'afficher, il faudrait que le compteur soit inférieur ou égal à 9. On écrit i, donc on affiche i. Par la suite, on fait une incrémentation. Donc on incrémente i et on passe à l'étape suivante. Ok. Maintenant, nous allons voir la boucle répétée. Contrairement à la dernière boucle, cette boucle s'exécute au moins une fois. Et aussi, cette boucle permet de faire des actions avant de tester si une condition est vraie ou pas. Ok. Maintenant, on va voir que cette boucle permet d'effectuer une série d'actions avant de tester si une condition est vérifiée. Donc, c'est un peu ça. Ok. Maintenant, la syntaxe de cette boucle est répéter instruction jusqu'à condition. Donc, on répète une série d'actions jusqu'à ce que la condition soit vraie. Ok. Maintenant, comme exemple, nous allons écrire un petit programme qui affiche tous les chiffres toujours. Donc, le même exemple, mais cette fois-ci avec la boucle répétée. Ok. Voilà le petit programme qui va nous conduire à afficher cela à l'écran. Donc, on va initialiser i. À i, on affecte 0. Répéter, écrire i. Après, incrémenter i jusqu'à ce que i soit supérieur à 9. Donc, on va s'arrêter le jour que i serait supérieur à 9. Ok. Maintenant, avec ça, nous allons entrer dans la dernière partie du cours, qui est quoi?
la notion de sous-programme. Ok. On va dire par exemple que un sous-programme, c'est quoi? C'est un programme spécifique pouvant être appelé plusieurs fois par un autre programme pour résoudre un problème. Donc, j'ai un gros problème, je peux découper en petits problèmes. Dès que je résous ça, je fais maintenant appel à ces petites résolutions pour trouver la solution finale du problème. Ok. Maintenant, on distingue alors deux types de sous-programmes. On distingue deux types de sous-programmes. Le premier type, c'est quoi? Les fonctions. Évidemment, les fonctions sont des sous-programmes qui, à partir des données, calculent et rendent à l'algorithme un et un seul résultat. Alors que la procédure, évidemment, est un sous-programme qui permet d'effectuer une action par simple appel de la procédure dans un algorithme. Ok. Avec ça, directement, on va entrer dans les fonctions. Un peu particulièrement les fonctions. On va dire ceci. Généralement, la fonction effectue des calculs sur des données et retourne exactement un résultat. Donc, les fonctions effectuent des calculs sur des données et retournent exactement un résultat. Oui, avec ça, nous avons la syntaxe suivante. Fonction, nom de la fonction, parenthèse, paramètre 1, type 1, paramètre n, type n. Et deux points, type de retour. Ça, c'est un élément très particulier. Pourquoi? Parce qu'avec une fonction retourner un résultat, on doit être capable de savoir quel est le type. Bon, quel est le type qu'une fonction doit retourner. Avec ça, on déclare les variables et constantes locales. Bon, avant d'avancer, on va comprendre que une variable locale ou une constante locale, c'est une variable qui est déclarée dans un sous-programme et donc sa portée n'est visible que dans le sous-programme. Donc, si on sort du sous-programme, cette variable n'a plus d'effet. On ne la connaît pas. Ok. Et voici ce qui fait la particularité de la fonction, c'est qu'elle retourne un résultat grâce à l'instruction retourner résultat. C'est un peu ça. Avec cela, nous allons voir directement un exemple. On va écrire une fonction qui calcule le carré d'un nombre. Donc, ça veut dire que si tu as entre 12, ça te retourne 144. Tu as entre 4, ça te retourne 16. C'est un peu ça. Ok. Maintenant, voilà le petit programme qui permet de faire ça. Donc, on dit quoi? Fonction carré. Donc, le nom de la fonction, c'est carré. Et son type de retour, c'est réel. Et qui prend en paramètre un réel. Et il y a une variable locale qui est res de type réel. Après, début, on fait quoi? On fait une affectation. Donc, à res, on affecte n étoile n. Et après, on retourne res. Ok, donc ça veut dire que le retour de la fonction, c'est n étoile n. Bon, qui est stocké dans res. Ok. Pour finir notre cours d'aujourd'hui, nous allons parler des procédures particulièrement. On doit dire par exemple qu'une procédure fait une série d'actions et peut par la suite renvoyer plusieurs valeurs ou ne même pas renvoyer des valeurs. C'est un peu ça. Donc c'est ça la différence entre la procédure et la fonction. La fonction retourne exactement un résultat, alors que la procédure peut soit retourner, soit ne pas retourner. Ok. Maintenant, avec cela, nous allons voir la syntaxe. La syntaxe est la suivante. Procédure, nom de la procédure, entre parenthèses, paramètre 1, type 1. Donc, c'est exactement comme pour la fonction, mais juste que le type de retour, on ne retrouve plus. Et l'instruction retourner, résultat, il n'y a plus. Donc, voilà un peu ça. Et avec ça, nous allons arriver directement au dernier exemple de notre cours. On va écrire une procédure qui affiche un mot de bienvenue à une personne dont le nom est entré en paramètre. Ça veut dire quoi? Voilà le petit code. Procédure, le nom de la procédure, c'est quoi? Message. Donc, on commence par le mot-clé procédure suivi du nom de la procédure. Suivi d'une parenthèse, on met le nom qui est le paramètre de la fonction du type chaîne de caractères. Et début, on commence par dire quoi? Écrit, bienvenue à vous, madame, bar, monsieur, le nom. Donc, ça veut dire que si tu as un nom, on va dire monsieur, bar, madame, on met ton nom. Ok.
C'est un peu ça. Bon, je pense que par la même occasion, nous sommes arrivés au thème de notre vidéo. Et surtout, j'espère qu'elle vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner et surtout de mettre des commentaires. Parce que ce sont des remarques que vous apporterez qui feront évoluer nos vidéos et mieux expliquer vos problèmes.